Sur cet atelier, on va parler de commercialisation des activités. Un vaste sujet qui nous occupe depuis des années. Chaque année, pratiquement, on a notre atelier sur la commercialisation des activités. Les choses évoluent, pas si vite qu'on l'imaginerait ou qu'on le souhaiterait, mais en tout cas, les choses évoluent. Aujourd'hui, on va avoir un retour d'expérience de trois situations bien différentes et complémentaires. Tout d'abord, Julien du Lac d'Annecy, qui va nous parler de son projet de place de marché autour du Lac d'Annecy, qui a beaucoup évolué ces derniers mois. On a Estérel Côte d'Azur avec Étoile, que je pense tout le monde connaît ici, parce qu'on l'a souvent cité en exemple et mis en avant dans le réseau, et Camille Donlilion, qui va nous parler également de sa plateforme qui a sa particularité. On a 66 minutes, un peu moins maintenant parce qu'on a démarré un petit peu en retard. On va essayer de rythmer la chose de la manière suivante. On va prendre un petit moment pour essayer de prendre connaissance de chacun des projets très rapidement, et après lancer deux sujets de discussion. Un premier sujet autour de la mobilisation de l'offre, qui, vous le verrez, est un sujet majeur et même central, parce que bien entendu, sans offre, on ne commercialise pas d'activité, c'est assez évident. Et un deuxième sujet qui va être l'animation des ventes, que l'on oublie souvent un petit peu quand on lance un projet de commercialisation, c'est que les ventes ne vont pas se faire toutes seules, évidemment. La commercialisation des activités, je l'ai dit, c'est un sujet qu'on traîne depuis déjà pas mal d'années. On est tous à peu près convaincus que la bataille autour de l'hébergement et de la commercialisation de l'hébergement est un sujet un petit peu passé, même si on a encore quelques expériences qui sont significatives et intéressantes. On va dire que le débat est à peu près clos. Au niveau des activités, en revanche, on a eu l'occasion de le dire les uns et les autres, que ce soit sur des blogs, des conférences ou autres, il y a vraiment encore un sujet. On a vraiment une place à prendre, vous le savez. On est sur un secteur qui est complètement atomisé, qui est composé d'acteurs, d'une multitude de tout petits acteurs qui, globalement, ont du mal à se commercialiser en ligne, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas forcément envie. Et globalement, ces gens-là n'intéressent qu'assez peu, en tout cas, ont du mal à discuter avec nos amis les GAFA. Donc, même si les uns et les autres on va dire, tente de déployer des stratégies au niveau international sur la commercialisation des activités. Et, il y a encore quelques papiers qui sont sortis sur le sujet, sur les GAFA qui se lancent vraiment dans cette bataille-là. On a de bonnes raisons de croire qu'on est loin d'être largué, mais vraiment loin d'être largué, qu'on a vraiment notre place à dire, parce qu'on est sur le terrain. Et ça, les pros, les acteurs, les sociopros ont vraiment besoin de cette dimension terrain pour réussir à se commercialiser. Et on est vraiment convaincus de ça. Donc l'idée, c'est de se faire un retour d'expérience autour de cette logique, et notamment de mobilisation de l'offre, parce que s'il y a un sujet dont on est tous convaincus, c'est que aucun des GAFA, je vais pas commencer à les citer les uns autour des autres, ne sauront mobiliser l'offre réellement de la même manière qu'on saura le faire, et on est tous là pour en témoigner aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas plus loin en termes d'intro, c'est pas la peine de vous sensibiliser sur le sujet, je pense que vous l'êtes, et puis on va y être très concrètement avec ces trois retours d'expérience. On va commencer donc par un petit coup d'œil en 3 minutes chrono chacun. J'aurais demandé un exercice qui est vraiment chaud, de nous résumer en 3 minutes leur situation, leur cas, pour voir exactement ce qui a été mis en place. On commence par Lyon, c'est pas parce que je suis lyonnais que voilà, c'est le hasard, hein, mais quand même. Camille, à toi, tu as 3 minutes. Merci beaucoup. Donc moi, je vais vous présenter Visiter Lyon, qui est notre site de vente lancé en 2016. Donc je pense qu'en matière de tourisme urbain, c'était un des premiers sites en la matière. Spécificité, c'est un site qu'on a développé intégralement en interne. Donc on a fait le choix début 2016 de recruter un développeur, de l'intégrer à l'équipe marketing de Lyon Tourisme sur ce projet de plateforme de vente. À peu près 6 mois de développement, un lancement en juillet 2016, au tout début pour vendre uniquement nos propres visites guidées. Donc il y a eu 2 étapes. Au début, c'était vraiment la plateforme de vente de nos visites. Le point de départ, c'était de se dire, on fait des visites guidées, on sait les vendre au pavillon, à l'office de tourisme physique, mais on ne les vend pas en ligne. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on le gère? Donc du coup, voilà, toute la création d'un outil
et de gestion de nos visites et de vente, connectés avec du coup nos outils internes. On y reviendra tout à l'heure sur la simulation des ventes, mais de mémoire, je crois que les activités, voilà, en tout cas les visites, étaient déjà vendues sur le site à l'époque. Oui. Mais bon, voilà, ça marchait tant bien que mal. Exactement. En tout cas, il y a eu un vrai avant et après, quoi. C'est ça, on les a vraiment sortis, on a fait un site dédié et on a agrégé d'autres produits touristiques que vous voyez là, découverte de vignobles, croisières, city tram. En gros, une ligne éditoriale 100% visite urbaine, visite de Lyon sous tous ces modes. L'idée, c'est vraiment d'avoir des produits, oui, tu peux passer sur la slide d'après, d'avoir des produits qui sont complémentaires aux nôtres, qui sont issus de partenaires qu'on va chercher. Donc on y reviendra après, mais voilà, l'idée, c'est pas d'avoir un catalogue énorme, mais c'est d'avoir des gens qui sont des partenaires de qualité, dont on sait qu'ils vont être bien notés, qui fonctionnent bien, qui se vendent bien, et de fait de devenir un site assez incontournable en la matière sur Lyon. À noter que du coup, Visiter Lyon, c'est aussi l'outil qu'on utilise nous en vente. Donc il y a en gros un back-office qui permet de vendre aussi en desk et en call center pour nos équipes. Si tu passes sur la slide d'après, voilà, donc le fonctionnement assez simple, différentes catégories, des visites guidées, visites gourmandes, des visites plus insolites, des modes doux, vélo électrique, etc. On essaye d'avoir un catalogue assez complet sur tous ces aspects-là. On cherche sa visite en fonction d'une date, des dispos, des petits indicateurs qui vont nous indiquer les meilleures ventes, les exclus, les visites plus insolites aussi, un descriptif. Tout est fait en français et en anglais. C'est un site miroir dans les deux langues. Il y a la possibilité d'acheter en ligne directement, de recevoir son voucher et d'accéder à sa visite guidée en fonction. On y reviendra après sur le modèle économique, mais du coup on a un fonctionnement en commissionnement sur les ventes qu'on vend de prestataires. On se rémunère en commission qui est la même sur tous les partenaires qu'on a intégrés. En plus de nous, voilà, vous voyez le dispositif là. Je dois être à 2 minutes et demie, même plus. Allez, je veux bien que tu passes sur les résultats. On avait 29 produits au lancement, on en a plus de 80 aujourd'hui, issus de 16 partenaires en plus de nous. On essaye d'avoir une logique événementielle, on pourra en reparler après. C'est pas forcément ce qu'on fait le mieux, faute de temps, mais l'idée c'est d'intégrer aussi des rubriques spécifiques pour les journées du patrimoine, pour la fête des Lumières, pourquoi pas pour le lancement du Beaujolais nouveau. Enfin, voilà, il y a différentes actus où on pourrait événementialiser un petit peu plus le site. En termes de trafic, on est à plus de 200 000 visiteurs uniques sur 2018, en forte croissance depuis 2016. Là, en 2019, on a déjà atteint ce visitorat aussi. Et en termes de vente, vous voyez que là, sur cette année, on est à peu près 400 000 euros de chiffre d'affaires consommé sur les produits touristiques, en dehors de nos visites guidées, en dehors des Lyon City Card. Sur ces 400 000 euros, 140 sont issus du canal web et call center. Donc à peu près un quart de nos ventes aujourd'hui est en forte croissance sur le canal web. C'est celui qui se développe le mieux de tous nos canaux de distribution. Et très rapidement, en termes de trafic du site, on est à peu près un peu plus de 50% en référencement naturel. Et je pense qu'on pourra en reparler, mais voilà, l'idée c'est justement, je pense, d'avoir un site un peu monoproduit avec un nom Visiter Lyon qui est très simple, un claim qui est simple et qui du coup nous sert assez bien en matière de référencement naturel. Voilà. Et puis je vous laisse les petits graphiques, mais je détaillerai pas. Ok, merci. Une précision, hein, on se parle bien ici des visites, principalement, de l'activité tournée autour de la visite, sachant qu'il y a par ailleurs une Lyon City Card, je vois que c'est hors LCC, il y a une Lyon City Card qui est vendue par ailleurs sur un autre dispositif de commerce. La City Card, c'est la même technique derrière, mais c'est un site dédié. Donc en fait, quand on a lancé Visiter Lyon, on a utilisé les mêmes outils et le même développeur en interne pour faire un site dédié, lyoncitycard.com, qui marche très bien aussi. Et aujourd'hui, c'est notre produit touristique phare. On a la Lyon City Card en 1, Visiter Lyon en 2. Voilà. Ok, merci pour ce petit panorama. Merci. Alors, on a parlé un petit peu de l'outil donc développé en interne. J'ai juste demandé aux intervenants de ne pas être sur les outils, en tout cas de ne pas forcément citer l'outil. On n'est pas là pour ni favoriser et mettre en lumière des outils, ni pour au contraire en dire du mal. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas l'outil, c'est vraiment la démarche et la logique commerciale qui vient derrière. Les outils ne sont que des outils et ils ont tous leurs avantages et inconvénients. On n'est pas là pour en faire le débat. En tout cas, c'est pas l'orientation qu'on souhaitait donner à cet atelier.
On part de prendre un petit peu le large, le frais, du côté d'Annecy, qui a une autre, on va dire un autre contexte, une autre démarche, vraiment, alors je vais dire presque pas à l'opposé, mais en tout cas qui sont vraiment très différentes. Dans un cas, on a vu qu'on est sur une logique déjà très orientée visite et donc sur une logique vraiment commerciale, e-commerce. Là, le projet, Julien, est un peu différent puisqu'on est vraiment plus sur un projet on va dire de territoire, un projet d'accompagnement des pros et de mise en marché qui date historiquement d'une place de marché en 2016 qui donc évoluait cette année. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, pour refaire la petite histoire, donc on a lancé une place de marché entre guillemets assez classique en 2016, et le dispositif là, c'est tout récemment. Donc, c'est un complément du dispositif actuel. Il s'est enrichi et complété. C'est pas un nouveau dispositif, c'est juste un enrichissement du dispositif actuel avec un nouvel outil pour les activités qui recentre vraiment le prestataire d'activité au centre du dispositif. Pardon. Donc, on continue à vendre en parallèle de l'hébergement, de l'activité, enfin de la billetterie et une partie boutique qui est un petit peu moins signifiante en termes de vente, mais voilà. Donc les deux objectifs majeurs auxquels doivent répondre la mise en place de la place de marché, donc c'était dans un premier temps d'accroître les retombées économiques sur le territoire, donc de développer vraiment la mise en marché de la destination dans son ensemble, de proposer une offre entre guillemets exhaustive aux clients et représentative du territoire, que ce soit en termes de type d'hébergement et bien sûr aussi en termes de type d'activité. Et comme l'a dit Cédric, on est vraiment aussi la grosse partie du dispositif et du projet. On est vraiment dans l'accompagnement et la professionnalisation de nos prestataires d'activité, dans leur transformation numérique et dans l'aide en fait à la commercialisation. Donc au niveau du dispositif, pardon, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors côté visiteur, c'est la possibilité pour le visiteur de réserver une activité, que ce soit en ligne en amont de son séjour, mais aussi maintenant, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, c'est pas encore effectif à l'instant T, mais qui va se mettre en place dans les semaines à venir, directement sur place lors de son séjour. Côté prestataire d'activité, par notre intermédiaire, en fait, c'est la mise à disposition d'un outil de gestion complet, donc qui lui permet à la fois de gérer son activité, voilà, avec des fonctionnalités de planning, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de gestion du staff, de gestion de matériel, qui lui permet aussi de mieux vendre, et notamment le gros plus aussi, c'est de dynamiser ses ventes directes, donc que on soit en vente entre guillemets physique ou en réservation en ligne, et qui permet également d'accéder à un réseau de distributeurs, donc que ce soit distributeur au niveau national, mais également au niveau local, donc notamment dans les hébergements. Et donc ce nouveau dispositif permet vraiment de mettre en relation la grosse plus-value par rapport à la place de marché classique qu'on avait jusqu'à présent, c'est qu'elle permet de mettre en relation les hébergeurs et les prestataires d'activité. C'est entre guillemets gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le prestataire d'activité va accéder lui à un réseau de revendeurs et du coup toucher des clients qu'il n'aurait jamais eu en direct. L'hébergeur va proposer un vrai service de conciergerie, donc un service plus à sa clientèle, et en plus il a la possibilité de monétiser son audience, donc de se rémunérer en fait sur chaque transaction. Et tout ça permettra de répondre à la demande du visiteur. On sait que sur les activités, il y a 75% des réservations d'activités qui sont faites moins de 24 heures avant le début de l'activité. Donc ça permet de proposer au client de réserver l'activité au moment où il la recherche. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça va bien au-delà du digital, quelque part, c'est qu'on est vraiment sur une intermédiation physique, c'est vraiment l'hébergeur qui joue le rôle de commercial pour les prestataires d'activité, pas simplement un outil accessible en ligne, quoi. Ouais. Ça commence le matin au petit-déj avec mon hôte, quoi. Tout à fait. Et la distribution, elle se fait à la fois en ligne, parce que du coup, ça peut être repris aussi, l'hébergeur peut revendre directement sur son propre site les activités, ne serait-ce que notamment dans ses mails de confirmation, il peut dire voilà, nous allons prochainement vous accueillir à Annecy, sachez que vous avez possibilité de réserver les activités, et également aussi, comme tu l'as dit, directement sur place au moment du séjour. L'hébergeur est rémunéré? Oui, tout à fait. Okay. C'est assez fondamental comme approche, hein. On y reviendra tout à l'heure. Donc juste pour illustrer un petit peu le dispositif, donc le dispositif web, nous on est, comme le Cédric l'a dit, on est moins sur sur un projet purement e-commerce, dans le sens où voilà, on est plutôt sur la multiplication des points d'entrée. On est sur un dispositif multicanal, donc on a le site de l'Office de tourisme qui reste entre guillemets la vitrine principale. On a la possibilité de créer des sites thématiques, notamment pour les événements ou éventuellement pour des tours opérateurs sur lesquels on fait remonter soit la totalité de l'offre, soit juste une partie. Le gros potentiel, c'est du coup d'accompagner et de proposer à tous les prestataires d'activité d'intégrer la réservation en ligne sur leur propre site. C'est là où vraiment il y a le gros du potentiel du développement. Et puis après, du coup, la nouveauté, c'est la possibilité aussi pour l'hébergeur de proposer sur son propre site la réservation d'activité.
Donc, comme on le disait, on n'est pas seulement sur un dispositif web. Donc en offline, à gauche, donc c'est le prestataire d'activité en fait qui accède à un outil de caisse pour revendre par téléphone ou au comptoir directement ses activités. Et sur la droite, en fait, c'est l'extranet à laquelle le distributeur, donc principalement l'hébergeur, a accès jusqu'à présent pour revendre en desk les activités. Donc juste un petit point sur l'offre actuelle, donc même si ce n'est pas forcément significatif, parce que là on est vraiment au tout début du nouveau dispositif, donc on a 3 mois de retour, même pas. Donc aujourd'hui on a une vingtaine de prestataires, ce que j'appelle actifs, c'est-à-dire qui sont en ligne, sachant qu'on en a un certain nombre encore qui sont en cours de configuration. Ça représente à peu près 20% du nombre de prestataires total de notre place de marché, et on a actuellement une centaine d'offres réservables en ligne. Voilà quelques résultats, donc on voit que c'est pas encore sur des chiffres exceptionnels, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une progression constante depuis 3 ans et qui est fortement boostée du coup par la réservation d'activités. Donc voilà, on espère que voilà, avec le nouveau dispositif, ça va encore bien augmenter tout ça. Et juste pour finir avec la répartition du chiffre d'affaires, donc là on voit que d'année en année, la part des activités s'étend de plus en plus sur l'ensemble. Il y a juste un autre chiffre par rapport au nombre de réservations que je n'avais pas mis dans la slide, pour donner à titre indicatif. Donc sur l'année dernière, on était à peu près à un peu plus de 3000 réservations sur la place de marché dans son ensemble, dont à peu près 20% du nombre total a été fait par les activités. Ça représente à peu près 650 réservations. Voilà. Donc là, on est au niveau, en tout cas, de la commercialisation des activités sur quelque chose qui démarre juste, en tout cas dans la nouvelle dynamique. Donc les résultats, forcément, sont encore pas forcément super significatifs, ça va venir. Mais on voit qu'on n'est vraiment pas sur un projet e-commerce comme nous, on est plus sur un accompagnement et une professionnalisation des pros. Ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils ont été mobilisés. Mais ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est le côté... la capitalisation sur la place de marché avec les hébergeurs qui deviennent revendeurs des activités au quotidien, moyennant une commission. Et ça, c'est un modèle assez vertueux. On aura l'occasion d'en reparler dans les discussions. Troisième cas, celui d'Esterel Côte d'Azur avec le cas Expérience Côte d'Azur, le site. Alors on en a beaucoup parlé, ils ont été mis en lumière parce que c'est globalement le premier gros projet, en tout cas à cette échelle-là, qui vraiment mettait des moyens pour sortir un dispositif assez ambitieux. C'était en 2016, donc ça a monté progressivement, et puis aujourd'hui je crois qu'on a des résultats qui sont plus que significatifs. Tu vas nous en parler, Étoile. Voilà. Je te laisse le faire. Oui, en fait, Expérience Côte d'Azur, donc c'est le dispositif de vente en ligne des activités de l'agence Esterel Côte d'Azur. Donc Esterel Côte d'Azur, agence de promotion du tourisme à l'échelle de l'Est du Var. Pour ce dispositif-là en particulier, on a signé une convention pour pouvoir vendre les activités en dehors de notre périmètre géographique. Donc c'est-à-dire qu'on va couvrir la zone Esterel Côte d'Azur, mais aussi au-delà. Ce dispositif, donc on y travaille depuis 2016, mais historiquement, Esterel Côte d'Azur, c'était la centrale de réservation des offices de tourisme de notre destination. Donc, ce qui fait qu'on avait déjà un travail et un fond, un socle sur lequel on a pu s'appuyer pour lancer et passer sur la dimension e-commerce. Donc, c'était vraiment une volonté de nos prestataires de pouvoir être visibles et de se vendre en ligne. Et donc, en 2017, on a lancé le site internet expériencecôte-d'azur.com qui vraiment permettait de faciliter ce dispositif, le canal de vente aussi, et d'aller toucher les gens en situation de mobilité, parce que la majorité de nos clients, on le voyait très bien avec notre call center, ils appelaient en général le soir pour une activité le lendemain matin, et en ayant un dispositif en ligne aussi, ça nous permettait de les capter au moment où ils voulaient faire la réservation. Donc du coup, on a vraiment pris ce virage, on a développé ce dispositif sur un an, et depuis il se développe vraiment bien, et surtout on a développé ça dans une logique de réseau, c'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement les choses de notre côté, on a impliqué les offices de tourisme dans notre dispositif, et aujourd'hui on vend via le site Expérience, mais aussi via les sites des offices de tourisme. Au comptoir, ils ont un desk qui leur permet de vendre les activités directement en front avec les touristes. Et pareil que les autres destinations, nos hébergeurs peuvent intégrer les activités sur leur site internet, de la même façon que nos autres partenaires du dispositif.
Donc il y a vraiment tout un environnement, un écosystème autour de ce dispositif qui permet en fait de démultiplier les points de vente et les canaux de distribution également. Donc rapidement, si tu passes à l'autre slide, on a travaillé vraiment à un site qui soit simple. On a des entrées par type d'activité, par commune, avec des filtres qui vont permettre ensuite de faciliter la vente et de trouver le type d'activité qu'on recherche. Depuis l'an dernier, on travaille aussi à des entrées un peu plus spécifiques, c'est-à-dire des activités pour les enfants, des pages pour les activités spécifiques, par exemple les jours quand il pleut, à la période du mimosa, toutes les activités autour de ce thème-là. Voilà, on essaye de travailler sur des entrées un peu particulières qui permettent de voilà, multiplier les points de vente. Et ensuite, on a vraiment axé aussi sur la dimension mobile parce qu'on a vu avec le trafic sur le site internet, cet été, on était quasiment à 80% de ventes via un smartphone. Donc on a vraiment essayé aussi d'optimiser l'expérience utilisateur et surtout que le site soit vraiment full responsive. Au niveau des résultats, ils sont plus que convaincants puisque depuis 2017, la première année, on est quasiment à 300% d'augmentation du point de vue de la fréquentation du site internet, des pages consultées, mais aussi au niveau du chiffre d'affaires. Au début, on était parti avec 90 prestataires. Aujourd'hui, on en a à peu près 120, 130. Et ça représente en tout plus de 500 activités, 400 à 500 activités selon la période sur le site internet. Donc, on a vraiment, vous pouvez le voir sur les graphiques, on a un dispositif qui est en forte progression. Et voilà, donc c'est ce qu'on a mis en place. Voilà, ça nous parle et on a encore plein de choses à développer. Ok, merci pour ces présentations rapides. Donc on a vu globalement 3 approches vraiment différentes, avec 2 approches quand même très proches des logiques e-commerce. On est quand même sur des sites mobile first, plus que responsive d'ailleurs, donc qui sont majoritairement utilisés sur mobile. Et là on voit bien que le côté terrain, l'avantage terrain que l'on a par rapport à tous les GAFA est vraiment décisif. On a des relais dans les offices, on a des relais au desk, voilà, au pavillon en Lyon. On a des relais à travers les hébergeurs qui revendent les activités. On est vraiment sur cette logique d'écosystème qui est bien plus qu'un outil de vente en ligne. Je pense qu'une destination aujourd'hui qui ferait simplement un site de vente en ligne et qui se contenterait de vendre en ligne ces activités aurait globalement à peine plus de valeur ajoutée qu'un GAFA effectivement vu de la silicone ou autre. Et c'est là qu'on a vraiment une vraie carte à jouer sur cette proximité pour commercialiser bien au-delà du site web, aussi mobile soit-il, parce que c'est sur le terrain que ça se passe, et ça se passe à la dernière minute. Tu disais 24 heures, je crois, enfin, le soir pour le lendemain. Et ce que je note aussi également sur l'expérience, sur le retour d'expérience, c'est 3 genèses différentes, mais les 3 genèses, elles s'appuient sur une expérience terrain, que ce soit au pavillon, que ce soit à la centrale de réservation, ou que ce soit à travers la place de marché. Il y a 3 expériences acquises de longue date sur la vente en ligne, des activités au dernier moment sur place, et on en fait un prolongement online avec ces différents cas. On va discuter de la mobilisation de l'offre. Je le disais, le sujet est fondamental, c'est-à-dire que bien entendu, si on ne mobilise pas l'offre, on a des superbes dispositifs dans lesquels on n'a pas d'activité, donc qui n'intéressent personne, et donc bien évidemment on ne fait pas de business. Là aussi, on va avoir 3 approches vraiment différentes, et je voudrais qu'on discute de ça, parce que, encore une fois, c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir faire la différence par rapport à tout ce qui existe au niveau national ou international. C'est cette proximité, cette relation qu'on a habituellement avec les sociopros, et donc je voudrais qu'on en parle, voir comment est-ce que vous êtes allé chercher les sociopros, avec quels arguments et quel modèle économique également, qu'on voit également quelle est votre contribution, on va dire, à la professionnalisation de ces sociopros. On a des approches différentes. Je propose de commencer par Onignon, qui est là vraiment sur une logique purement e-commerce, donc on n'est pas sur une logique d'accompagnement des pros. On n'a pas de retour vidéo à la régie, je ne sais pas... Ça vient de s'éteindre, merci. On est vraiment sur une logique de commercialisation de la destination plus que d'un ensemble de prestataires. C'est vraiment la destination qu'on essaye de vendre, et d'ailleurs c'est très focus visite à travers différents aspects. Nous, on a vraiment effectivement construit une ligne éditoriale sur le site en se disant on veut vendre uniquement de la visite.
selon tel critère, et on a plus de demandes d'entrée sur Visiter Lyon qu'on en accepte. L'idée, c'est de pas avoir énormément de prestataires, mais plutôt des choses reconnues. Pour certaines, et même la plupart, se commercialisent aussi à côté par leurs propres moyens, même sur des sites comme Get Your Guide ou sur Booking. On vient vraiment en complément leur apporter un trafic en plus, des ventes en plus via nos réseaux. L'idée, c'est vraiment d'être sur quelque chose qui est très, je dirais, très qualitatif, même sur l'entrée. On est sélectif. Quelqu'un qui vient nous voir aujourd'hui, le prérequis, c'est d'adhérer à l'Office de tourisme pour être dans cet écosystème et participer à côté à tous nos rendez-vous, tout ce qu'on peut faire en matière de formation. On ne lie pas à la plateforme Visiter Lyon, mais on le fait à côté. En gros, dans leur adhésion, on leur dit on va vous accompagner sur un certain nombre de sujets, mais pour commercialiser leur offre sur Visiter Lyon, on leur demande déjà 1 an d'activité de la structure, 50 avis sur TripAdvisor, une note minimum de 4 sur 5. Voilà, ça fait effectivement une petite barrière à l'entrée, alors qui est discutable sur certains points. Enfin voilà, je pense que même moi, des fois, j'aimerais bien accepter certains produits qui sont un peu plus en phase de lancement. Donc je pense qu'on va y venir sur certains produits, mais en gardant toujours vraiment notre ligne édito et en disant on part pas dans tous les sens. L'idée, c'est vraiment d'avoir, on leur demande par exemple que ça soit forcément des tours pour individuels, sans minimum de participants, tous au départ de Lyon. Donc vraiment à 100%, c'est au départ de Lyon, que ce soit à vélo, à Segway, à 2 chevaux. J'en passe. Voilà, c'est vraiment le point commun. Puis la complémentarité. On essaye de ne pas faire entrer aujourd'hui une offre qui serait concurrente d'une autre, sauf si celle qui est déjà en place est 100% complète tout le temps. L'idée, c'est pas de mettre en concurrence tous nos acteurs non plus, mais de vraiment apporter à ceux qui sont dessus. Et j'en ai parlé tout à l'heure, mais voilà, on a le même système de commissionnement pour tous, donc sur tous les acteurs qui sont sur le site. Ok. En termes on va dire de mise en réseau, est-ce qu'il y a une habitude de travail avec les sociopros qui vous a aidé là-dessus, ou est-ce que vraiment c'est quelque chose de très spécifique? Est-ce que c'est le même travail que vous faites au quotidien autour du SIT, autour de l'animation du site de destination, etc., ou est-ce que vraiment c'est un travail qui est spécifique à la commercialisation de ces activités-là? Je pense que ce qui nous a vraiment servi, c'est qu'effectivement, il y avait déjà une base qui fonctionnait très bien. On a 730 adhérents qu'on connaît. Enfin, voilà, les offres qu'on a mises sur Visiter Lyon, c'est des pros avec lesquels on avait déjà l'habitude de travailler, qu'on mettait déjà en avant. Et la personne qui s'occupe aujourd'hui de toute la gestion de la base, c'est quelqu'un qui est à l'accueil, qui connaît ses pros, qui les appelle, qui leur dit quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui leur dit quand il y a un retour client qui ne va pas dans leur sens, quand il n'y a pas assez de dispo, quand on a un événement où on sait qu'on va avoir un pic d'activité, on leur passe un coup de fil en leur disant mais il va y avoir la Coupe du Monde féminine de foot, il faut absolument que vous ouvriez plus de créneaux sur cette période-là parce que ça va bien se vendre. Voilà, mais c'est effectivement il y a une animation au quotidien, mais qui est vraiment facilitée par le fait qu'effectivement on les anime pour Visiter Lyon, mais on les anime aussi sur tous nos rendez-vous. Enfin, voilà, on a vraiment une stratégie d'animation, de fidélisation de nos adhérents qui dépasse la vente. C'est un peu la cerise sur le gâteau pour ceux qui sont sur Visiter Lyon, quoi. C'est du bonus. Voilà. Ok. On est sur des locomotives un peu en termes d'acteurs. C'est vraiment des sociétés qui sont plutôt matures. Globalement, j'imagine, se vendent par ailleurs, se commercialisent déjà en ligne par ailleurs. Quel est l'apport? Qu'est-ce qu'ils vous demandent en plus? Qu'est-ce qu'ils trouvent d'intéressant en plus? Est-ce que c'est juste un canal en plus de vente, ou est-ce que vraiment il y a un apport spécifique sur le Alors, de manière lucide, c'est un canal de vente en plus. Si je prends le City Tour qui se vend très bien, qui se commercialise aussi, ce qu'on lui apporte, c'est tout le trafic des gens qui passent par le pavillon, qui passent par notre site internet. Donc Visiter Lyon est rattaché à lyon-france.com, qui est notre gros site. L'ensemble de tout ça, on est à quasiment 3,5 millions, je crois, de visiteurs uniques sur cette année, en objectif pour 2019. Donc ça leur apporte forcément un trafic complémentaire, et puis la connaissance on sait vendre du produit touristique à nos visiteurs et orienter dessus. Après, pour les plus petits, parce qu'il y en a quand même, c'est vraiment une première expérience aussi pour certains du e-commerce à échelle plus importante, un back-office derrière dans lequel ils peuvent gérer
leur planning, le conseil justement de Laetitia chez nous qui s'occupe de répondre à toutes leurs petites questions. On les aide à mettre en avant leur offre, réécrire leur contenu, s'assurer que la mise en avant correspond à ce qu'on veut, des fois traduire leur contenu parce qu'ils les ont pas forcément pensé en anglais non plus. Voilà, il y a un accompagnement au-delà. Qui s'inscrit dans quel cadre? C'est des prestations payantes que vous leur proposez? Non, pas du tout. C'est inclus. Service de l'office inclus dans la démarche. Et effectivement, c'est aussi pour ça qu'on les fait adhérer à nos services. Comme ça, ils ont le package global de nos services. C'est vraiment dedans. Ok, très bien. Du côté de l'expérience Côte d'Azur, alors approche assez différente. On a beaucoup plus de prestataires, beaucoup plus d'activités, un catalogue beaucoup plus riche, qui a mis du temps, j'imagine, à se construire, mais il y a l'historique qui a aidé. Quels sont les arguments clés pour faire rentrer un prestataire sur l'expérience Côte d'Azur? En fait, alors il n'y a pas vraiment de recherche de prestataires parce que c'est vrai que aujourd'hui c'est un dispositif qui vit tout seul, donc c'est plutôt les prestataires pour l'instant qui viennent vers nous pour rejoindre ce dispositif. Donc c'est assez flatteur aussi, ça montre que ça marche. Par contre, c'est vrai qu'on a vraiment énormément d'accompagnement avec ces prestataires-là pour qualifier leur offre, pour les accompagner, pour bien saisir leurs produits, pour leur montrer aussi comment intégrer la vente sur leur site. Voilà, donc aujourd'hui, on a une base à peu près de 120 prestataires. On en a quelques-uns à rentrer qui arrivent sur le hors-saison, parce que c'est vrai qu'aussi on a pas une contrainte, mais on a un gros cœur de saison pendant la saison d'été. Et c'est à ce moment-là qu'en fait les prestataires se manifestent pour intégrer le dispositif. Sauf que c'est vrai que nous, du coup, on est 1,5 personne à peu près dédiée à ce projet. Et en saison d'été, c'est là où on a le plus gros de nos ventes. Donc on n'a pas forcément le temps d'intégrer les prestataires qui se manifestent à ce moment-là. Donc en fait, on va essayer vraiment de jouer sur l'arrière-saison pour aller plutôt les chercher. C'est à ce moment-là qu'on va vraiment on va d'insister sur la formation, l'accompagnement, etc. Donc, la démarche, c'est d'augmenter le catalogue? Pardon? La démarche, c'est d'augmenter le catalogue, vous voulez grossir en termes d'offres? On ne cherche pas forcément à grossir. Après, c'est vrai qu'on a des activités qu'on aimerait développer sur le site internet. C'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de tout ce qui est bateau, kayak, planning, et on a peut-être un peu moins de canyoning, un peu moins de parapente, des choses comme ça. Donc c'est plutôt essayer de multiplier l'offre sur les catégories d'activités qui sont moins représentées sur le site. Et donc à ce moment-là, oui, on va peut-être plus aller chercher les prestataires sur des créneaux d'activités qu'on a un peu moins sur le site internet. D'accord. Je crois que tu me disais que vous testiez les activités avant de... Ouais. Cool, comme ça, c'est le bon côté. D'ailleurs, je crois que la première photo d'ouverture que tu avais mis avec le planning, c'était avec le canoë kayak, c'était toute l'équipe. C'est aussi un avantage. Nous, on va dire le gros avantage des STRL Côte d'Azur, c'est qu'on connaît vraiment nos produits, les produits qu'on vend, du fait aussi qu'on est la centrale de réservation, que ça fait déjà plus de 10 ans qu'on travaille avec les activités. Et par rapport à ce travail d'accompagnement, nous, on connaît l'importance de l'image, de la séduction. Et c'est vrai que si on se fie juste aux photos que les prestataires nous envoient et aux textes qu'ils saisissent dans leur back-office, des fois, il y a quand même un gros travail à faire. Donc, sur ces prestataires-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les voir. On va tester l'activité. On va en profiter pour faire un reportage photo. Donc, on a recruté d'ailleurs récemment une personne dédiée aux photos vidéos, donc pour toute la partie promotion globale du territoire, mais ça inclut aussi la promotion des loisirs. Et du coup, cette personne-là va pouvoir aller sur place, faire un reportage, faire un portrait aussi du prestataire d'activité, pour un peu essayer de donner une dimension aussi plus humaine, que ce soit le prestataire lui-même qui présente son activité. Donc on a lancé ça il n'y a pas longtemps, les portraits de prestataires, et du coup on a une série de vidéos qu'on va partager aussi sur nos réseaux sociaux après, du prestataire qui présente son activité avec les belles images. Et voilà, après nous avec nos comptes, quand on teste l'activité, on en profite pour faire du live sur les réseaux sociaux, des stories, etc. Et un peu essayer de valoriser justement les prestataires sur le plus de canaux de communication possible, et qu'il y a vraiment cet accompagnement vraiment au niveau de l'offre qu'il met en ligne donc par exemple on a le chat sur le site internet, et de temps en temps on a des questions de clients, et c'est vrai qu'on se rend compte c'est des questions que, par exemple c'est un détail qui manquait sur la fiche du client. Donc dans ce cas-là, on va aller sur son back-office et on va lui compléter son offre. Donc voilà, on a vraiment ce travail de qualification de l'offre au quotidien qu'on a sur ce dispositif-là.
Donc vraiment au niveau de l'accompagnement, il est assez important. On a des moments dédiés pour les prestataires. Par exemple, tous les jeudis matins, ma collègue Alexandra, qui est en charge du dispositif, accueille les prestataires. Ils savent que tous les jeudis matins, ils peuvent venir n'importe quand pour travailler sur un aspect de leur compte. Je vais poser une question con parce qu'on a tous la réponse, mais pourquoi on ne fait pas ça à l'échelle de toutes les cités? Qu'est-ce qu'on attend? C'est dommage, mais effectivement, on voit que quand on accompagne un peu plus les prestats sur le terrain, on arrive à avoir du contenu qui est de bien meilleure qualité, quoi. Oui, et puis c'est vraiment ça qui fait notre force en fait aujourd'hui, c'est qu'on sait, on connaît nos prestataires, on connaît les problématiques qu'ils rencontrent, s'ils sont plus ou moins bons au niveau de la vente, et du coup on va pouvoir aller booster sur chaque option. Okay. Voilà. Même question qu'à Camille, ces prestats, pour l'essentiel, se revendent également sur d'autres canaux, et notamment des gros sites d'activité. Oui, alors du coup, c'est l'avantage du système qu'on a, c'est que c'est un web planning, et dans ce web planning, donc il y a un channel manager qui permet ensuite de cocher les sites sur lesquels ils veulent se revendre. Donc en fait, c'est un avantage, et nous, c'était vraiment un créneau pour essayer de les convaincre de venir sur notre dispositif, c'est qu'en fait, ils ont un seul outil, et après, grâce à cet outil, ils vont pouvoir se vendre sur une multitude de plateformes, et pas, on voulait pas, l'idée, c'est pas d'être le revendeur exclusif de ces activités-là, puisque de toute façon, ça c'est comme pour les hébergeurs aussi, aujourd'hui, ils sont présents sur une multitude de plateformes. Les activités, c'est vraiment en train d'arriver, et donc l'idée, c'est de ne pas les bloquer, et au contraire, en multipliant, nous, de toute façon, le chiffre d'affaires qu'on génère, c'est pas du chiffre d'affaires pour notre agence, tout ce qu'on génère, ça va être pour eux, et ça va être réinjecté dans le dispositif, et le but, au final, c'est que vraiment, ils puissent tourner toute l'année, et voilà, avoir un bon chiffre d'affaires à la fin de l'année. Donc ce web planning, ça permet vraiment de cocher tous les distributeurs dans le site Expérience Côte d'Azur. Et dans les faits, ils le font? Ils le font, ouais. D'ailleurs, de temps en temps, ils ont tendance à tout cocher pour se distribuer sur tous les canaux, et donc on doit les contacter pour dire attention, selon les canaux, c'est pas les mêmes commissions. Des fois, il y en a qui sont un peu surpris, mais en tout cas, voilà, moi je parlais de commission, la nôtre elle est la même pour tous les prestataires, et vu que voilà, notre objectif c'est vraiment pas de se faire de l'argent sur leur dos, on a un taux de commission qui est très bas et qui nous permet de couvrir les frais bancaires, les choses comme ça. Ok, on y reviendra, mais effectivement, le système de commission bas, voire peut-être trop bas, qui ne permet pas forcément de générer de moyens pour stimuler les ventes. C'est peut-être un cercle vertueux qui n'est pas encore installé, mais c'est le deuxième sujet de comment est-ce qu'on stimule les ventes, parce qu'effectivement, on n'est pas là pour forcément faire du business, mais si on ne fait pas de business, un peu limité pour faire plus de ventes et investir, mais bon, c'est le deuxième sujet. Il y en a des retombées économiques en tout cas. Voilà. En tout cas, voilà, on sent bien qu'on n'est pas là pour faire du business pour la structure, mais pour la destination et ses acteurs. C'est là qu'on est un peu différent également de tous ces grandes structures. Ok, merci. Julien, de ton côté, mobilisation des acteurs, de quelle manière, avec quel résultat et avec quelle logique de sélection? Donc c'est vrai que comme tu l'as dit, la mobilisation c'est vraiment un des facteurs clés du succès du dispositif, c'est ce qui prend le plus de temps, et je pense que voilà, pour des destinations qui s'engageraient sur ce type de dispositif, il faut vraiment, c'est important de mettre en face les moyens humains pour ça, parce que c'est vraiment beaucoup de temps, ne serait-ce que voilà, pour la mobilisation, mais après derrière il y a toute la partie animation, suivi, SAV, voilà, c'est vraiment beaucoup de temps passé. Donc nous après, en termes de mobilisation, c'est entre guillemets assez classique, hein, c'est pas mal de petits ateliers, de rencontres, de workshops. Là, on vient d'en faire un justement avec tous les prestats d'activité sur le lancement du nouveau dispositif. On compte en refaire un prochainement vraiment plutôt axé sur la partie distributeur, donc en conviant tous les hébergeurs. Après, c'est beaucoup de contacts individuels en fait, parce que pouvoir tout présenter de façon rapide et simple quand on a un certain nombre de personnes en face, c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'est du démarchage individuel, des rendez-vous individuels. Des formations individuelles, encore une fois. Donc le but, c'est que généralement la durée de la formation, c'est rarement moins de 3 heures, donc c'est bien une demi-journée. Le but, c'est que non seulement on prend le temps de voir vraiment tout l'étendue du logiciel de gestion, et on commence vraiment à paramétrer l'outil, on voit en détail en fait toutes les problématiques du prestat d'activité, et forcément tous les cas sont différents, et du coup par rapport à ça, les paramétrages peuvent être différents aussi. Donc le but, c'est qu'à la fin de la formation, le prestataire n'ait plus qu'à peaufiner, sachant qu'après, si derrière, il faut refaire le point 2-3 fois, il n'y a pas de limite. Et là, pareil, c'est un dispositif qui est entre guillemets entièrement gratuit. Au niveau de la sélection des offres, c'est parce que c'était une question que tu m'avais posée et qui était revenue. Donc nous, on a un prérequis, entre guillemets, qui est une adhésion en fait, à l'office de tourisme.
avec une seule règle entre guillemets sur les prestats d'activité, c'est que leur siège social soit présent sur notre territoire géographique de compétences. Et la seule règle dérogatoire, ça serait pour un prestataire entre guillemets extérieur qui propose une activité qui n'est pas présente sur le territoire. Voilà, par exemple sur des châteaux, du patrimoine, chaque prestataire étant entre guillemets unique, on les accepte hors territoire. Et puis si c'est effectivement une activité qui n'est pas présente sur le territoire, ils peuvent aussi entrer. Et après, par rapport à la plateforme en elle-même, et donc tous les outils de gestion, donc on leur met à disposition entièrement gratuitement. Donc c'est notre structure, notre office de tourisme qui finance entièrement le dispositif. Et on leur met à disposition les outils gratuitement et on ne prend plus de commission là depuis le 1er janvier de cette année. Ok, alors on voit dans les 3 cas que la mobilisation de l'offre, elle passe par de l'animation de terrain et de la relation étroite au quotidien avec les sociopros. Les sociopros, ils en pensent quoi de tout ça? Ils ont quelle vision du sujet, de la commercialisation en ligne? Est-ce que c'est un truc dans lequel ils croient et ils imaginent que vous avez un rôle à jouer, moteur? Ils font ça pour vous faire plaisir, ils font ça... voilà. C'est quoi la température sur le terrain vis-à-vis des pros? Sur Lyon, très positive. Hein. Je pense qu'ils sont tous conscients de l'importance de se commercialiser en ligne et de savoir justement toucher un maximum de visiteurs. Ils sont bien conscients de la concurrence, du nombre d'acteurs. Ils sont tous, tous ceux en tout cas avec lesquels on travaille, ils sont déjà tous sur TripAdvisor et ils suivent leurs avis. Voilà, on est quand même sur un tissu de pros qui sont déjà très professionnalisés. Je pense que c'est assez spécifique aussi à Lyon. Donc ça va peut-être être différent pour vous. Pour nous, on a un peu les 2 cas de figure, c'est-à-dire qu'on avait des acteurs qui étaient très sensibilisés, qui avaient la volonté d'être vendus en ligne, et on en avait d'autres qui débarquaient sur le web, qui ne savaient pas vraiment comment est-ce que ça fonctionnait la vente en ligne, si c'était possible, etc. Donc du coup, c'était vraiment une volonté de certains, et puis une découverte pour les autres. Ok, et pour ceux qui découvraient, comment ça se passe? Quel est le facteur qui permet de les embarquer? C'est l'outillage, c'est l'accompagnement, c'est la perspective de business? C'est un peu de tout ça. Dans tous les cas, nous, nos prestataires sont adhérents à l'agence et du fait d'être adhérents à notre agence, ils peuvent bénéficier ou non de cet outil de vente en ligne. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose, ils n'ont rien d'autre à payer en plus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne. On leur montre, on leur dit, voilà, vous avez juste à tester, et puis vous voyez ce que ça donne. Et au début, ceux qui étaient frileux, alors c'est vrai qu'on a des cas, par exemple, où les prestataires, ils vont nous mettre ils vont tout mettre sur request. Par exemple, ils avaient peur de valider automatiquement, ou alors ils vont mettre un certain type d'allotement, ils voulaient vraiment avoir la main sur leur vente. Et puis au final, en fait, ils se rendent compte que c'est très facile. Que l'outil en plus qu'on utilise permet vraiment est assez intuitif, donc ça permet de prendre en main très facilement le logiciel et la vente en ligne. Et du coup, au fur et à mesure, en fait, ils sont de plus en plus à l'aise avec le dispositif. Et après, maintenant, ils sont tous en réservation automatique. Donc, on a un peu cette facilité au fur et à mesure, avec le temps, du fait que ce soit de plus en plus facile pour eux, qui fait qu'ils ont moins de freins. Ouais, c'est-à-dire bien au-delà du dispositif qu'on anime, Expérience Côte d'Azur, il y a la professionnalisation qui vraiment se met en place, et on a des acteurs qui deviennent plus matures sur la vente en ligne. C'est ça, et puis maintenant, au global. Voilà, et puis si au début ils étaient revendus que sur notre site internet, maintenant ils demandent même à intégrer la vente sur leur ligne, et pour certains prestataires, maintenant c'est leur premier canal de vente, donc ça c'est super parce que ça veut dire qu'ils peuvent se vendre en direct, et quand c'est ça, en fait, on a tout gagné, quoi. Ouais, ok. De ton côté? Et nous, ils sont très peu professionnalisés. Alors il y a un secteur qui est particulièrement concurrentiel, qui est le parapente, nous Annecy, où là, du coup, de par la concurrence, ils sont déjà un petit peu en avance là-dessus. Sinon, sur le reste, c'est vrai qu'entre guillemets, il y a très peu à faire, même sur des produits phares comme les croisières en bateau, qui sont vraiment le produit phare à Annecy. Il n'y a pas de résa en ligne. Donc du coup, on se dit qu'il y a vraiment un gros potentiel là-dessus. Voilà, du coup, c'est assez stimulant. Dis-moi, pour connaître un petit peu le coin, là on est sur des acteurs qui majoritairement sont des individuels, tu as des guides, tu as des accompagnateurs qui sont tout seuls, qui passent leur journée sur le terrain. Comment ils arrivent à gérer ça? Justement, c'est là où c'est compliqué parce que dans le dispositif, en fait, on est là pour leur mettre à disposition des outils, mais après que eux-mêmes gèrent. Donc souvent, ce qui est compliqué, c'est entre guillemets à convertir. Ils sont tous conscients, le dispositif est super bien accueilli. Après, il y en a qui ont
qui ont un vrai besoin, donc qui se dégagent du temps pour aller jusqu'au bout de la mise en place. Et puis il y en a d'autres qu'on va voir 3 fois, 4 fois, 5 fois, et sans que ça aboutisse à la mise en ligne. Et pour autant, le dispositif fait qu'on ne va pas revendre à leur place. On est vraiment là pour les accompagner, pour les professionnaliser, mais pas pour faire le travail de revente. Oui, s'ils ne font pas le job, on ne le fera pas pour eux. Ouais, exactement. Ok, très bien. Très bien, je vous propose de passer au deuxième sujet et on fera une série de questions globales à la fin. Donc on a vu comment mobiliser l'offre, ok, on a un bon catalogue, on a des bonnes offres, tout est beau dans un site mobile first, très bien. Comment est-ce que derrière on arrive à stimuler les ventes? Donc avant de parler de la question qui fâche, on va d'abord jeter un coup d'œil sur les moyens qui sont mobilisés. On va garder le même ordre, hein, c'est plus pratique. Camille, rapidement, quels moyens on met en place du côté de Lyon? Alors du coup, des moyens, comme je le disais tout à l'heure, sur le développement, donc site développé en interne, donc on a le travail de notre développeur qui au début a été dédié sur ce sujet, qui aujourd'hui est sur de multiples sujets techniques, mais on a quand même voilà, ce savoir-faire en interne, la capacité à agir rapidement quand on veut ajouter un produit, quand on a un souci technique. Gros suivi humain du côté de notre pavillon d'accueil, donc du coup on a une personne qui s'occupe particulièrement de la plateforme et qui suit nos partenaires, donc avant, pendant, après leur vente, donc vraiment de la formation, du tuto, de la communication sur il nous manque tel produit, est-ce que vous voudriez le commercialiser via Visiter Lyon, ou vous êtes en concurrence sur tel autre, ou comme je disais tout à l'heure, il nous faudrait plus d'allotements sur telle ou telle période. Et puis après, la gestion du suivi des retours clients. Quand ils sont positifs, c'est très bien. Puis quand on a des retours un peu plus mitigés sur un produit, on est très attentif sur le fait de le communiquer à nos partenaires, de travailler avec eux pour l'améliorer, voir comment faire en sorte que ça fonctionne mieux. Donc ça prend vite du temps. On suit tous ces indicateurs de qualité au quotidien. C'est hyper important pour nous, comme je le disais tout à l'heure, dans ce côté, peu de produits, peu de partenaires, on ne peut pas se permettre qu'ils ne soient pas de qualité. Donc on est vraiment hyper vigilant sur ça. Puis après, tout ce qui va être suivi de la performance, évidemment, mois après mois, s'assurer que nos performances commerciales suivent, qu'on n'a pas de partenaires qui décrochent et qui sont là. On va en parler de performance. On va en parler après. On va en parler. Exactement, sur tes questions pièges. Annecy, les moyens. Donc, j'avais mis quelques chiffres, je crois que je suis le seul à avoir fait, du coup j'aurais peut-être pas dû, mais sur les moyens financiers humains mis en place, donc c'est entre guillemets à titre indicatif, donc on a la plateforme a un budget d'environ 20 000 € à l'année, voilà, sachant que c'est vraiment quelque chose qui est modulable. Vous voyez, j'ai mis le tarif pour avoir un ordre d'idée de l'outil de gestion qu'on met à disposition des activités. Je disais que c'est vraiment modulable en fonction de la taille de la structure. Et il y a différentes combinaisons qui sont possibles en fonction de la répartition entre la destination et le prestat d'activité. Donc nous, typiquement, sur notre exemple, en fait, on a décidé de prendre en charge l'intégralité du dispositif et de mettre à disposition l'outil de gestion de façon gratuite. Et par rapport aux moyens humains, donc c'est un équivalent temps plein à plein temps sur la mission. Ok. Ouais. Et de notre côté, du coup, donc on a vraiment une personne dédiée à ce dispositif. Donc Alexandra, ma collègue, qui est vraiment en charge de tout le paramétrage, le suivi du dispositif, l'accompagnement, la formation. Et du coup, moi, plus sur la partie communication, marketing, donc ça représente à peu près 30% de mon temps. Concrètement, c'est vraiment, il nous faudrait une personne en plus. Donc, je fais un petit coucou à mon directeur au fond de la salle. Donc, au niveau de la communication, donc nous, on a donc ce site internet, on a les réseaux sociaux. On lance chaque année une campagne AdWords, donc on met 10 000 € sur des mots-clés, 10 000 € À l'année? Pas à l'année, donc sur la période juin, juillet, août. Et oui. Voilà, c'est le gros de la saison chez nous. Ça fait 10 000 par an. Du coup, ça fait 10 000 par an. Et encore cette année, donc on a coupé ce budget. On va voir ce que ça donne sur les bons cadeaux pour la fin d'année, donc les périodes de Noël. Parce que c'est vrai que du coup... tout ce qui est en vente sur notre site internet est disponible en bon cadeau. Ça nécessite que les plannings des prestataires soient ouverts pour l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment le gros projet sur lequel on travaille sur l'arrière-saison. Donc faire en sorte qu'ils nous donnent dès maintenant leur dispo et leur prix pour l'été prochain, pour que les personnes à Noël puissent offrir des bons cadeaux à leurs proches. Et donc du coup, on va mettre un petit peu de budget là-dessus.
Et on va voir ce que ça donne pour cette année. Donc ensuite, ce que je dis tout à l'heure, on a tous les jeudis matins, on a ce créneau qui est disponible pour les prestataires qui veulent venir se former. Et on imprime aussi un guide papier, donc on distribue à hauteur de 100 000 exemplaires chaque année, donc surtout sur la période juillet-août. Et on a des partenaires privés donc, qui distribuent ce guide, donc soit les galeries commerciales, je sais pas, dans les salles d'attente de notre territoire, etc. Donc le guide à disposition. Et donc la différence qu'on a fait cette année, c'est qu'on a essayé d'un peu plus valoriser le site internet et un peu moins le numéro de téléphone. Donc cette année, on l'a mis sur la 4e de couve pour voir si on pouvait aussi jouer et peut-être à terme se passer d'un call center. Ce qu'on se rend compte au final, c'est qu'en fait non, on ne peut pas s'en passer puisque on a nous ce rôle et cette connaissance de l'offre qui fait qu'en fait les gens nous appellent pour avoir du conseil. Est-ce que à 2 offres d'activité égales, ils nous en conseillent plus l'une que l'autre? Et voilà, nous aussi le fait de connaître cette activité, ça nous permet peut-être pour une famille d'orienter plus vers un prestataire en fonction du temps, en fonction de la difficulté ou plus vers une autre activité en particulier. Imagine mal Booking ou Expedia faire ce job-là. Non. Donc on voit bien l'intérêt qu'on peut avoir. Dites-moi, on est dans le domaine de e-commerce, globalement, 10 000 €. Alors je sais que les budgets sont serrés, mais si on parlait de budget de dépenses, ça serait compréhensible. On est plutôt sur des budgets d'investissement. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, à un moment donné, autour de ces projets-là, à dégager des budgets, je dis bien d'investissement, avec un retour sur investissement, parce que dans retour sur investissement, il y a investissement. Le sujet, pour n'importe quel acteur privé, serait là. Les ventes, je disais tout à l'heure, on a l'impression qu'on les attend. Alors il y a des relais terrain, bien sûr, il y a des initiatives, et il y a des petites campagnes, mais n'importe quel acteur privé qui ferait le même projet investirait des dizaines de milliers d'euros par an, pour pas dire plus, pour essayer de booster tout ça. On n'a pas parlé de réseaux sociaux, alors qu'on est sur des outils, en tout cas des dispositifs qui fonctionnent sur place, sur le terrain. On n'a pas parlé non plus de offline. On peut imaginer que des dispositifs comme ça soient relayés sur le terrain. Vous avez la main sur le territoire, contrairement à Booking, Expedia, pour flyer, pour sticker, pour faire ce qu'on veut, faire du street marketing, etc. Bref, tous des outils de base, entre guillemets, du e-commerce. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas? Alors je vais direct dans le sujet, parce que je vois qu'il nous reste 10 minutes et qu'il faudrait quand même laisser quelques questions, mais en 2 mots, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à adopter on va dire, à jouer avec les mêmes armes que dans le privé, quoi, tout simplement? Bon, alors déjà quand même sur le offline, on y va aussi. C'est vrai qu'on n'a pas pu parler de tout, mais je pense que la force de l'office de nos éditions fait qu'effectivement, comme pour Étoile, on est bien présent, et Visiter Lyon est bien mis en avant aussi chez tous nos partenaires, chez tous nos adhérents, etc. Donc ça fonctionne bien. Après, sur ta question, et voilà, on en a discuté en préparant la table ronde. Clairement, dans un monde idéal, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faudrait que j'investisse. Déjà que moi, j'ai une personne dédiée, peut-être pas à 100%, mais au e-commerce. Pareil, moi je regarde même pas. Je regarde même pas mon directeur, parce que c'est pas. Je pense que c'est aussi à moi d'organiser mon équipe pour me donner les moyens d'avoir cette personne. Mais effectivement, aujourd'hui, faute de temps et ou de moyens, c'est pas quelque chose qu'on fait, parce qu'on est satisfait aussi de nos résultats. Mais voilà, ça, je sais que. Est-ce que c'est faute de temps et moyens, ou c'est également culturel? Je pose bêtement la question. Est-ce que c'est simplement culturel, c'est que c'est pas dans nos gènes d'investir 10 pour récolter 100? Peut-être. Alors pour le coup, je suis pas depuis hyper longtemps dans la structure pour savoir si c'est. Je parlais pas de la structure en elle-même. Non, mais je pense que c'est peut-être dans la culture de l'institution d'office. Enfin, je sais pas. C'est fort probable. Après, je pense qu'on va y venir, et c'est quelque chose effectivement sur lequel il faut investir. Sur ta question des réseaux sociaux, on le fait de plus en plus. On avait toujours cette petite réserve de dire on va pas mettre en avant des prestations qui se vendent. En fait, si on a les bons contenus, et je pense qu'on dirait la même chose, avec des belles photos, des belles vidéos, ça fonctionne hyper bien. On est dans la communication qui n'est pas commerciale, qui est inspirationnelle sur la destination, et ça marche très bien. Donc on arrive à avoir des bons résultats, de ne pas perdre d'engagement sur du contenu commercial. Donc ça, c'est vrai qu'on... Ouais. Mais en organique. On n'est pas sur des campagnes hyper ciblées sur des gens qui se trouvent être à Lyon, pile poil à l'instant T, et qui sont à 2 doigts de réserver éventuellement en 3 clics. Exactement. Ok, merci. Sur les campagnes AdWords, quel retour d'expérience, puisqu'il y en a quand même, malgré le petit budget, mais ça a été fait. Quel résultat, quel retour d'expérience?
Alors plutôt un bon résultat. Après, forcément, c'est jamais à la hauteur de nos espérances, hein, mais globalement, pour 10 000 € investis, on a à peu près 25 000 € de retour. Donc c'est voilà, c'est Oui, pas effectivement, beaucoup. c'est pas le bon ROI. Mais par contre, on a développé on a fait aussi du Facebook Ads dans cette campagne. Là, on étale toute l'année, donc on va notamment sponsoriser les posts qui renvoient vers le site expérience. Avec l'agence qui nous accompagne, du coup, on est en train de travailler à toute une stratégie de tag pour pouvoir justement bien traquer les ventes, savoir d'où elles proviennent et pourquoi est-ce que dans certains cas, ça ne se concrétise pas. Là, pareil, j'ai envie de dire, tout est une question de temps et d'investissement financier. Voilà, après, c'est ce qui fait aussi la différence entre le côté institutionnel et privé, c'est que d'un côté, il y a de l'argent et de l'autre, il y en a un peu moins. Je pense Ce qui vous permet accessoirement d'avoir un discours aussi crédible et de vous investir dans l'accompagnement. Mais j'ai quand même la faiblesse de penser qu'on pourrait probablement amener un petit peu plus de privé dans cette logique-là, garder bien sûr l'accompagnement, mais quand même injecter un petit peu de moyens dans la stimulation des ventes pour devenir encore plus crédible et dégager un petit peu d'argent. Mais l'argent, justement, c'est le nerf de la guerre. Donc nous, une majorité du temps qu'on consacre, c'est aussi à aller chercher des subventions et à sensibiliser nos élus, nos partenaires pour qu'ils nous donnent de Je l'argent. rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, commission faible, voire même très faible. Est-ce que simplement une augmentation de, je sais pas, 2-3% de ces commissions permettrait pas simplement de dégager un petit budget supplémentaire pour engager un cercle vertueux de stimulation des ventes et donc de s'auto-alimenter quoi, un peu plus? Alors, on peut parler du montant de la commission ou on est très loin oui, on est à 8% sur notre dispositif. Là où habituellement on est entre 15 et 30. C'est ça. Donc selon le canal de distribution, on est entre 8 et 10%. Voilà, et après tout ce qu'on gagne nous là-dessus, on le réinjecte dans la promotion du dispositif. Voilà. Il est clair que si tu montes à 15%, de toute façon, tu seras plus... oui, et puis après, c'est pas le but, parce que c'est vrai que nous, en étant en contact de nos prestataires d'activité, voilà, leur discours, c'est que eux, ils sont un peu perdus dans toute la multiplicité des canaux de distribution, et puis aussi qu'ils se font plumer. Hein, donc voilà, le but, c'est... je sais qu'avec les hébergeurs, c'est un peu ce créneau qu'on avait raté, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, la distribution hôtelière, voilà, ils y perdent des plumes, parce que la majorité de ce qu'ils empochent va pour les OTA et pour les activités. Nous, justement, c'est essayer de leur dire, on va essayer d'y aller ensemble et d'y aller correctement. Donc, le but, c'est de pas non plus vous prendre votre argent. Voilà. Donc, nous, après, le but, c'est aussi d'aller chercher des sous à l'extérieur pour l'injecter dans ce dispositif-là. Et justement, c'est en ayant un dispositif qui marche, qui est valorisé, qui est porté aussi par ses prestataires qu'on va peut-être réussir à convaincre pour voilà, obtenir un peu plus de fonds. Ok. Après, effectivement, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le temps et puis la nature même du dispositif. C'est-à-dire que si effectivement on peut animer un réseau de revendeurs, que ce soit en office, en hébergement ou autre, c'est aussi un moyen de stimuler les ventes, entre guillemets, à pas cher, juste avec de l'animation et donc du temps. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, on a donc nos offices de tourisme qui revendent les activités au comptoir. Et on essaye de faire un petit peu des challenges inter-office de tourisme. Donc si au début, il y en a certains qui ne vendaient que les activités de leur propre commune, il y en a certains qui se sont rendus compte qu'en élargissant et en vendant aussi les activités qui sont sur les communes voisines, à la fin de l'été, leur propre commission était plus haute. Donc ils avaient généré plus d'argent au comptoir. Donc ils sont assez contents. Et voilà, ça nous permet un peu d'essayer d'instaurer une dynamique pour dynamiser la revente sur les différents comptoirs. Les challenges de VRP, on y est dans le privé là, c'est bien, ça commence. Ok. Pour terminer, Julien, est-ce que tu veux dire un mot sur ce sujet? Très rapidement, je voudrais lancer quelques questions. Nous, c'est vrai qu'on on a un projet qui est avec une dimension moins e-commerce, peut-être aussi du fait que notre projet est beaucoup moins mature par rapport aux deux exemples. Donc clairement sur tout ce qui est dynamisation des ventes, achat de mots-clés, on n'a jamais fait pour l'instant. Donc nous, dans un premier temps, c'est vraiment la dynamisation des ventes, elle va vraiment se faire en étoffant l'offre d'activité présente sur la plateforme. En faisant en sorte de multiplier les points d'entrée sur le territoire. Voilà, si on pouvait avoir tous les prestataires d'activité qui en plus intègrent la réservation sur leur propre site, on sait que là déjà il y a un potentiel énorme, parce que sur la place de marché, nous on se rend compte que pour ceux qui intègrent la résa en ligne sur leur site, il y a à peu près en fait 90% des résas qui se font directement sur leur site, contre que 10% des résas sur le site de l'office de tourisme. Donc déjà là il y a un potentiel énorme, donc ça serait déjà dans un premier temps enrichir l'offre d'activité.
et puis en parallèle commencer à mailler le territoire en créant ce réseau distributeur. Et après, une fois qu'on sera mature par rapport à ça, on pourra éventuellement passer à l'étape 2. Mais je pense que la démarche est au moins aussi intéressante que d'investir entre guillemets bêtement dans des campagnes. La force de frappe locale est vraiment essentielle. On l'a dit et on le redira à chaque fois. C'est bien sur le terrain que ça se passe et les hébergeurs sont vraiment la clé de pas mal de choses. Merci beaucoup pour ces témoignages sur le retour d'expérience. Des questions dans la salle? Il nous reste encore 3-4 minutes. Ouais, tout là-bas au fond. Ah, t'aurais pas pu te mettre dehors? Merci, merci Cédric. Guillaume Cromer, je ne vous pose pas une question écolo, promis. Est-ce que, si l'objectif final en fait est vraiment de pousser les retombées économiques sur le territoire et auprès des prestats, est-ce que toute l'énergie, les ressources humaines et financières en fait qui sont mises là, que vous avez présenté, si on mettait ça uniquement en fait sur la question de l'accompagnement, du design avec les prestats en local, vers des grosses plateformes, est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur au final ratio et un meilleur retour économique malgré des marges peut-être plus fortes? Est-ce que c'est tabou au final de faire ça? Et est-ce qu'on doit forcément déployer son outil? Ou est-ce que derrière c'est aussi à un moment donné une possibilité? Moi, je dirais que en tout cas dans l'exemple de Lyon, l'un n'exclut pas l'autre. Enfin, c'est pas parce qu'effectivement on crée notre propre plateforme qu'à côté on forme pas aussi nos sociopros à se vendre, à se commercialiser par eux-mêmes, à connaître les outils de la commercialisation, des réseaux sociaux, de la vente en ligne. Donc voilà, c'est pas dans notre cas, on fait pas de notre plateforme, on les force pas à vendre exclusivement sur notre plateforme. Mais je pense que du coup c'est pareil. Non, nous, de notre côté, c'est exactement la même chose. Et puis, on a toute cette dimension justement d'accompagnement et de sensibilisation pour que eux-mêmes sachent, qu'ils comprennent les bonnes orientations sur lesquelles aller. Et du coup, voilà. Après, c'est aussi notre rôle en tant qu'agence de promotion du tourisme d'essayer justement de structurer cette offre et d'accompagner les pros. Et c'est les premiers demandeurs, donc voilà, autant qu'on soit là pour les accompagner. Sans des plateformes telles que les nôtres, par exemple? Ben, oui, c'est sûr. Après, le risque qu'on a, justement, c'est qu'ils perdent un peu la main sur leur propre commercialisation du fait qu'on a, par exemple, l'arrivée de ces grosses OTA qui, en fait, arrivent et imposent leurs propres normes, leurs propres commissions. Et après, en fait, c'est soit vous êtes chez nous, soit vous serez invisible. Donc, le but de les accompagner dès maintenant, c'est qu'eux, ils prennent conscience de l'importance d'être maître de leur commercialisation. Et justement, nous, notre accompagnement, il peut se jouer à ce niveau-là pour que, après, dès qu'ils sont pros, qu'ils arrivent à bien se vendre en ligne, qu'ils puissent maîtriser cette vente. À l'inverse, pour challenger un petit peu, c'est aussi faire de la promo de la destination que de proposer des outils comme ça. Ça permet une éditorialisation qui est assez intéressante et finalement d'embarquer l'ensemble des pros dans une logique de destination, de territoire, plutôt que simplement commercial. Je vais prendre le contre-pied. L'idée, c'est pas forcément que le pro se vende, mais aussi de vendre la destination à travers l'ensemble de son offre d'activité qui devient de plus en plus essentielle dans la décision. Donc ça a un effet vertueux. Par contre, pour te rejoindre, je pense que ça serait probablement une erreur de fermer les yeux et d'ignorer les OTA et de se dire que c'est sale et qu'il ne faut pas y aller. Il faut y aller aussi, bien évidemment. Probablement, en tout cas. On a beaucoup parlé de clientèle individuelle. Est-ce qu'il y a dans les expériences, il y a une logique pour se différencier aussi des GAFA de la clientèle de groupe, d'affaires, pour notamment faire des ventes hors période, parce que je pense qu'au mois d'août, les prestataires n'ont pas trop de mal à se vendre. Et puis pour se différencier aussi des GAFA, et puis aussi dans le modèle économique, travailler plus en prix d'achat plutôt qu'en commission. Pour ce qui nous concerne, nous, justement, on a travaillé sur cette entrée groupe et on a une personne qui est dédiée justement au groupe au sein de l'équipe. Et du coup, sur le site internet, on a fait une entrée des activités phares qui permettent les sorties en groupe. On a travaillé notamment tout ce qui est enterrement de vie de jeune fille, d'une garçon qui marche beaucoup. Et alors, le logiciel qu'on a actuellement ne nous permet pas de faire
des prix différents selon l'activité. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en avant notre service, qui est le dossier, l'accompagnement, la négociation des prix, et qu'après, ils sélectionnent les activités sur notre site et qu'ils nous contactent pour nous dire, voilà, c'est telle activité que je voudrais pour notre groupe. Nous, pour l'instant, le dispositif est essentiellement à destination des individuels. On a un service groupe, mais qui gère ça vraiment à part du dispositif et entre guillemets de façon très manuelle. Voilà. Et pareil, on a une entrée groupe, mais Visiter Lyon, c'est vraiment de la vente pour individuel, donc on a un max de nombre de personnes. Après, sur l'entrée groupe, c'est vraiment contacter notre service. Et pareil, ils nous contactent en fait avec le catalogue sous les yeux, en nous disant, bah voilà, j'ai vu telle visite, est-ce que vous pourriez nous la faire pour un groupe, à quel tarif? Et là, c'est notre équipe du bureau des guides ou du pavillon d'accueil qui prend le relais, et c'est un peu plus leur métier, leur savoir-faire qu'on met en avant comme ça. Donc bonjour, Cédric de La Réunion. J'ai une petite question en tant qu'office de tourisme. Je dépends d'une plateforme régionale donc, qui est en lien avec mon CRT, et j'aimerais savoir du coup du fait que vous avez créé du moins vous êtes passé par votre outil, comment ça s'est passé, ou du moins comment vous avez pu gérer avec votre CRT du moins pour la revente des produits. Alors nous c'était simple parce qu'au final quand on s'est lancé au début on était en région PACA les seuls à se positionner sur la vente en ligne, donc au début voilà, notre volonté c'était d'aller sur la vente en ligne, donc on les a prévenus qu'on allait lancer ce dispositif-là. On a travaillé ensemble pendant une année et après, voilà, nous, notre dispositif, on l'a un peu, on l'a fait évoluer à l'échelle de notre destination. Et notre CRT, alors en région PACA, on a la chance d'avoir 2 CRT, Provence et Côte d'Azur. Donc ça facilite pas les choses, mais en tout cas on a la volonté de travailler ensemble et d'aller dans une logique vraiment de vente en ligne. Donc aujourd'hui un de nos CRT s'est positionné aussi sur la vente en ligne des activités. Donc on va dire que la vente en ligne au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est dans la bonne direction. Après c'est vrai qu'au niveau de la cohésion des acteurs, selon moi il n'y en a jamais assez. Je pense qu'il y a beaucoup à faire encore au niveau de la mutualisation et des échanges pour travailler ensemble. C'est toujours quelque chose qu'on peut travailler. Donc voilà, ça se fait conjointement, mais on peut mieux faire, c'est clair. Un retour d'expérience un peu différent. C'est encore plus compliqué quand vous avez une structure d'une destination qui a son propre modèle économique, qui propose à des pros en direct, avec d'autres structures de la même destination, infra, qui proposent le même outil, mais avec un modèle économique différent. L'un commissionne, l'autre commissionne pas. Croyez-moi que les sociopros, si on continue de jouer à ce jeu-là, ils vont vite partir effectivement vers les OTA, ça sera plus simple. Donc Patrick Galbar, ça fait 6 ans qu'en tant que prestataire, on accompagne des territoires. Et sur tout ce que vous avez dit ce matin, je trouve qu'il y a des choses, d'abord bravo, vraiment importantes, c'est l'accompagnement des prestataires. Avec des pièges à éviter, je vous dis ça, c'est l'expérience, parce qu'on a eu tous les pièges et les réussites. C'est effectivement, il faut concevoir qu'il faut du temps. Il faut se mettre le temps avec soi. Il faut beaucoup d'énergie. Donc, je déconseille à tous les offices de tourisme qui veulent se lancer en disant « j'ai un demi-poste disponible, je vais me lancer là-dedans ». Parce qu'effectivement, ça va prendre énormément d'énergie parce que les prestataires, vous devez le rencontrer, c'est des problématiques différentes entre le loueur de vélo, le gars qui fait du canoë-kayak, celui qui fait de l'événementiel. On va avoir des demandes tellement différentes que l'accompagnement est très fort. Donc, il faut du temps, la persuasion. Donc, c'est vraiment les moyens. Et de notre expérience aussi, dès qu'on a l'offre, on la vend facilement parce qu'il y a très peu de canaux de vente. Parce qu'on parle des OTA, etc. Les OTA actuellement, pour la plupart des activités de loisirs de territoire, sont pas visibles. C'est plutôt le must du territoire quand il y en a. Donc effectivement, cette mobilisation des prestataires, quand on a l'offre, de notre expérience, ça vend bien. Alors bien sûr, il y a une stratégie de communication, de commercialisation à avoir, mais très vite, on est sur des chiffres importants. À la base, c'est d'avoir la disponibilité. Avec tout le piège des professionnels qui peuvent dire « je mets de la disponibilité, sauf du 15 juillet, 15 août », toutes ces choses classiques que vous devez bien connaître. Donc cette réflexion sur la disponibilité, c'est là il faut mettre le maximum de moyens, de notre expérience, et puis il peut y avoir d'autres expériences bien sûr.
Merci. Et, oui, attends, juste avant Karine, un point en plus par rapport à ça, je le disais en intro, c'est pas une question d'outils. C'est pas parce qu'on cherche à vous vendre un outil qui est simple, qui fait tout, même le café, que ça va vous faire de la vente d'activité derrière. Je suis d'accord. Complètement la mobilisation de l'offre et de l'accompagnement des pros qui va être essentiel, quel que soit l'outil. C'est pour ça qu'on a choisi de ne pas parler d'outils aujourd'hui, parce que la guéguerre au niveau des outils. Cédric, si je peux compléter juste sur ce point, c'est vrai que aussi l'avantage qu'on a, nous, en tant qu'agence de promotion, c'est qu'on est visible et on est sur le terrain. Je pense notamment, par exemple, à cet été, on a les marchés nocturnes qui sont hyper fréquentés le soir, et donc nous, notre agence, on s'est mobilisé, on a réservé des espaces au pied des grandes roues, sur les marchés nocturnes, etc., pour faire des espaces pour nos prestataires qui sont venus se vendre sur les marchés, vendre leur activité sur les marchés pour avoir cette visibilité vraiment in situ, là où les clients sont, et c'est... Tout à l'heure, tu parlais justement de la notion d'amener l'offre aux clients là où ils sont, et c'est aussi un des avantages qu'on a, c'est que vu qu'on est sur le terrain, on peut avoir cet avantage de la visibilité et leur apporter la bonne offre au bon moment. Je suis d'accord, oui. Karine Fesch, donc je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je crois que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui a le plus de valeur. Quand on parle des OTA, on parle d'une valeur qui est uniquement un flux financier. C'est bien d'avoir des flux financiers, mais les flux financiers, ils sont court terme, ils sont indispensables parce que c'est comme ça qu'on se développe, mais ils sont court terme. Ce qui a le plus de valeur dans les démarches que vous avez mis en place, et c'est ce que dit aussi Patrick il y a 2 minutes, c'est la relation, c'est la capacité à créer du lien et à créer de la connaissance et du partage aussi, y compris de la connaissance client. Et ça, il faut absolument le garder en local. Parce que les OTA ou les systèmes, ça passe, ça circule. Mais ce qui a vraiment de la valeur, c'est de garder ce lien en interne. Parce que quels que soient les éléments et quel que soit le futur, il y aura toujours cette agilité. Un OTA disparaît, on a un autre flux de diffusion, mais on a gardé le lien et l'expérience locale. Et c'est ça où est vraiment la valeur à cultiver. C'est ce que vous avez cultivé, de mon point de vue, en cultivant ce lien local et en animant vos pros. Avec un petit piège, à mon sens, qui est, attention, le flux financier, il reste important. Il reste important parce que c'est lui qui va mobiliser le prestataire en partie, et puis c'est lui qui va permettre justement de générer des moyens, parce qu'on a vu que les moyens, on les a pas dans les structures, ni humains ni financiers, donc si on ne génère pas un minimum de business, on va pas avoir les moyens d'investir, donc on va pas avoir les moyens d'accompagner, et on va se redire la même chose pour les hébergements aujourd'hui, pour les activités dans 10 ans, donc, enfin même 5. Donc voilà, le flux financier effectivement n'est pas central, mais il est nécessaire. D'autres questions? On déborde un peu, mais si vous êtes... ouais, c'est parti. Oui, bonjour, Cécilia de Saint-Émilion Tourisme. Moi, je m'interroge sur comment faites-vous pour commercialiser les activités au comptoir ou au téléphone. Nous, c'est un peu la problématique qu'on rencontre actuellement. On a développé aussi notre site de vente en ligne, donc là, ça explose, ça marche très bien. Mais du coup, on a pu remarquer cette année un recul des ventes au comptoir, parce que quand on a 80, 120 activités à vendre, comment on arrive à former une équipe, surtout saisonnière, pour vendre autant de produits. Alors que sur le site de vente en ligne, c'est, on va dire, davantage le client qui va faire son choix. Voilà, je vous interroge sur ça. Alors, on a, nous, un peu moins de produits que ça, donc je pense que ça aide, mais c'est vrai qu'on a vraiment internalisé cette connaissance du produit. Les équipes qui sont les équipes d'accueil sont aussi celles qui passent en call center. Et qui dit call center dit aussi SAV, la petite fenêtre de chat sur le site Visiter Lyon. Donc nos équipes nous connaissent vraiment parfaitement l'offre, et je pense qu'elles sont aussi bien à même de la vendre au pavillon, en desk ou au téléphone. Enfin, c'est vrai qu'on l'a vraiment complètement intégré dans le produit de vente. On motive aussi nos conseillers sur la vente. On les encourage à vendre. Ils sont stimulés sur le côté vente de produits. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vu, en tout cas nous, d'impact négatif du web sur la vente, même si le canal de web est celui qui se développe le plus. Voilà. Alors nous, par contre, on a la problématique des saisonniers, puisque c'est vrai qu'on double d'effectifs l'été, on passe de 6 à peu près 15 personnes. Et donc sur le staff qui arrive, on essaie de justement les faire embaucher un mois avant le gros de la saison pour qu'ils aient le temps de prendre en main l'offre et de s'habituer justement à la diversité des offres qu'on a. Et du coup, on fait une journée vraiment spéciale avec ces saisonniers-là, où on passe en revue tout notre catalogue, le petit guide qu'on a sur l'écran, et on les prend un par un et on leur explique, et donc ils notent le nom des prestataires, les numéros de téléphone, voilà.
On a aussi quelques petites stratégies. L'an dernier, par exemple, on avait mis un grand écran dans notre call center où on diffusait toute la journée en communication interne, le nom des prestataires, les offres du jour, les choses à noter, etc. en écran qui tourne. Donc c'est voilà, des petites choses comme ça en animation en interne aussi. Une vraie start-up, quoi. Pardon ? Une vraie start-up. C'est ça, on essaye. Dernière question, peut-être ? Je vois que tout le monde commence à partir à l'apéro, ce qui est largement compréhensible. Je vais faire de même. Ah bah non, on attend. Ça sera pour plus tard. Merci, bonjour Sébastien. Une question, parce que je crois que le lac d'Annecy a évoqué ce chiffre-là, mais j'aimerais avoir la réponse pour l'ensemble des expériences. Est-ce qu'on a une idée des proportions, donc des ventes en direct des activités, directement chez le prestataire, suite à la mise en place de ces outils? Comme je vous le disais, nous, je ne sais pas si c'est représentatif de la tendance générale, entre guillemets, mais nous, par rapport à notre place de marché, pour tous ceux qui font de la vente directe aussi en parallèle via nos outils, il y a 90 à 95% des RESA qui génèrent en direct, contre 5 à 10% grand maximum sur le site de l'office. Voilà, si ça peut répondre à votre question. Et alors nous, on a après je finis. On a un compte maître qui nous permet d'avoir la main sur l'ensemble des comptes de nos prestataires. Donc on voit les flux de ceux qui se vendent en direct sur leur site. Donc on peut connaître le pourcentage de vente en direct. Et ça varie vraiment du type d'activité et du prestataire et de la capacité qu'il a lui aussi à se valoriser en ligne. Donc on en a certains qui ont intégré la vente en ligne et c'est devenu, ça fait 70% de leur vente. Et on en a qui l'ont intégré et que ça représente 15%. Donc ça dépend aussi du type d'activité. C'est vrai que du kayak sur la Côte d'Azur, ça se vend mieux que je sais pas, de l'ULM ou des choses comme ça. On a fait le tour. Ok. Merci à tous d'avoir participé. C'était un témoignage super intéressant. Merci et bonne continuation. Et pour ma part, on se retrouve demain après-midi, je crois.